Bonjour Gaspard Glanger. Bonjour. Vous êtes le président de Parisiennes Parisiens. Bon, c'est une association qui a été lancée, que vous avez lancée. En fait, vous faites partie de ceux qui, assez nombreux, disons plutôt à gauche, se lancent ou sont en train de se lancer à la conquête de la mairie de Paris. Pas de parti, jamais élu. C'est quoi? C'est la trajectoire d'Emmanuel Macron qui vous inspire? Je crois que les partis politiques sont un peu des vieilles lunes dont les modes d'organisation sont dépassés. Ce qui n'a pas disparu, en revanche, ce sont les idées, les idéaux et les projets. Et avec Parisiennes Parisiens, humblement, on a décidé d'escalader la face nord de l'Everest, ou alors du Sacré-Cœur, je ne sais pas, ou de la Tour Eiffel, pour essayer d'aller retrouver les Parisiens. Bon, et vous êtes candidat? Pas encore officiellement, parce qu'en oui, fait... c'est pour ça, mais c'est toujours trouble. Mais alors, je vous explique pourquoi. Et, Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, on n'est pas candidat seul à la mairie de Paris. Il faut des listes. On doit être 500. Et ça ne sert à rien de dire moi je suis candidat, moi je suis candidat. Il faut construire un collectif. Mais vous l'êtes, en tout cas, vous êtes en train d'essayer de construire un collectif. On s'y prépare en tout cas. Vous connaissez bien Anne Hidalgo, vous avez travaillé à ses côtés, vous avez travaillé avec Bertrand Delanoë à l'époque. Elle sera facile à battre? Personne n'est jamais facile à battre, notamment parce qu'elle est maire sortante et qu'il y a des choses positives dans le bilan. Ça fait 18 ans qu'elle est à la mairie, oui, soit ça comme fera 20 conseiller, ans. voilà, soit comme Ça fait, maire. ça fait 20 ans qu'elle est là. En revanche, je pense qu'il y a des vraies lacunes dans l'action qu'elle a conduite depuis maintenant 5 ans. Sur le logement, les prix ont explosé. Vous le disiez d'ailleurs dans vos colonnes il y a quelques jours. Absolument. Sur les transports collectifs, sur la sécurité, sur la propreté. Et c'est sur ces sujets-là qu'on devra lui apporter la contradiction. Et sur un sujet qui vient d'apparaître, dans sa bouche en tout cas, une proposition de création d'une police municipale. Vous l'avez taclé assez sévèrement. Vous soulevez qu'elle disait il y a peu de temps, c'était infaisable et même pas souhaitable. Et voilà, elle change d'avis. Opportunisme? Elle a totalement changé de retourner sa veste, comme on dit, totalement changé d'avis. C'est pas une bonne nouvelle d'un point de vue démocratique. Et surtout, on regrette parce qu'on a perdu du temps. Ouais, on a toujours le droit, mais le problème, c'est qu'on s'interroge toujours en ce moment sur le mandat démocratique. Donc dans ce cas-là, elle devrait reconsulter les Parisiens. Pourquoi ne pas organiser une consultation, un référendum, ou alors attendre les prochaines élections municipales? Mais moi, ce que je regrette, c'est qu'elle ait perdu beaucoup de temps. Parce qu'à force de s'être opposée pendant 5 ans à cette proposition, on a perdu 5 ans pour la sécurité des Parisiens. Et donc là, aujourd'hui, police municipale, bon, le projet est dans l'air, et vous dites, vous, cette police municipale, si elle n'est pas armée, elle ne sert à rien. Bah oui, s'il s'agit d'aller protéger les Parisiens, de rassurer les Parisiennes et les Parisiens, si on y va avec des pistolets à eau, ça ne va pas être très efficace. Et surtout, on mettra en danger les forces de l'ordre si on les expose dans des quartiers chauds, à des rixes entre bandes, etc. Qu'est-ce qu'ils feront quand ils se retrouveront dans le 18e à Riquet ou à Curial, face à des gens lourdement armés qui pourront les mettre en danger? Alors les autres dossiers que vous avez évoqués, qui sont des dossiers que vous allez mettre à son passif, c'est quoi? C'est la propreté, c'est le prix du logement. L'endettement aussi. L'endettement a été multiplié quasiment par 2 au cours de son mandat. Il y a eu beaucoup de dépenses inconsidérées. Ça n'a pas été piloté efficacement budgétairement. Mais les vrais gros problèmes, c'est d'abord le logement. Le prix à l'achat a été triplé. Les loyers ont explosé. La Paris se dépeuple. Oui, on perd 12 000 habitants par an. C'est pas inévitable dans les grandes cités? Pas du tout. Les autres grandes cités gagnent des habitants. Ici, on perd des habitants parce que personne n'a réussi à contenir la spéculation immobilière et que les services publics se sont dégradés aussi. On a parlé sécurité, propreté, mais on pourrait parler aussi petite enfance. Il y a simplement une demande sur 2 pour aller dans une crèche qui est satisfaite et plein d'autres problèmes de ce type-là. Et puis les transports. Les transports, la circulation, la mobilité, cette guerre aux automobilistes. Au fond, les automobilistes sont en train de se résigner. Elle a gagné sa guerre? Et culturellement, là où elle a raison, c'est qu'il faut moins de véhicules polluants. Mais là où elle a tort, c'est qu'on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. Et aujourd'hui, la situation en matière d'écologie s'est dégradée à Paris parce qu'il y a des congestions qui se sont créées sur les quais hauts notamment et sur les portes. Et ça, c'est pas satisfaisant. La priorité, c'est le développement de l'électrique et de l'énergie propulsion hydrogène, mais aussi les transports collectifs. Il suffit de prendre le matin la ligne 13 ou la ligne 12 pour savoir que c'est un véritable enfer. Donc il faut mettre de l'argent là. Dans le domaine, dans le dossier de la mobilité, de la circulation, vous avez une drôle d'idée, il faut supprimer le périph. C'est une manière de supprimer les embouteillages sur le périph? Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de construire le Grand Paris. En fait, Paris, comme vous le savez, n'a pas grandi depuis 1860 et est totalement en taille, et est enfermé dans sa géographie, contrairement à Londres, Berlin, Madrid ou Rome. Et si on veut retrouver de l'air, si on veut retrouver de l'espace économique, sociologique, culturel, il faut dépasser le périphérique. On ne le fera pas en un jour, on le fera en 15 ans. C'est un peu gadget, pardon, mais non, mais je supprime le périphérique, non, ça fait pas du tout, pas du tout, parce qu'on est le seul pays, on fait la seule ville au monde à avoir une autoroute urbaine à 5 km de son centre. C'est une barrière, une forme de mur de Berlin parisien. On peut le dépasser, mais on ne va pas le faire en un jour. On va pas mettre de la dynamite au mois de mai 2020 pour le faire exploser. On va se prendre 15 ans pour le faire et développer les transports collectifs comme alternative. Mais on fait comment? Il y a des centaines de milliers d'automobiles qui prennent le périph' tous les jours, probablement. Comment est-ce qu'on fait pour les mettre ailleurs
ou leur interdire de passer. Alors, il y a ceux qui utilisent le périphérique pour contourner Paris, ceux-ci pourront prendre la 86. Il y a ceux qui prennent le périphérique parce qu'ils n'ont pas de transport collectif. Là, on va développer le Grand Paris Express, prolonger certaines lignes de métro comme la ligne 10. Et puis après, il y a d'autres modes de transport collectif qu'on peut imaginer, les véhicules autonomes, les véhicules en autopartage. On va utiliser toutes les bienfaits de développement technologique pour trouver les solutions pour chacun. Et on mettra 15 ans pour le faire. Imaginons que vous êtes maire, qu'est-ce que vous faites avec les impôts des Parisiens? Je pense que la pression fiscale parisienne par rapport au reste de la France n'est pas importante, mais en revanche, le coût de la vie est très très important à Paris. Donc je pense entre autres à cause du logement. À cause du logement, mais pas seulement, aussi le pouvoir d'achat en général, dans les magasins alimentaires, le commerce. Et donc je pense qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Mais il faudra cependant trouver de nouvelles ressources et surtout faire des économies drastiques, parce que la masse salariale a augmenté très fortement sous Anne Hidalgo et on a fait beaucoup de dépenses inconsidérées. Je vous prends un exemple. En matière de logement social, au lieu de construire des nouveaux logements avec des opérations privées et des opérations sociales qui peuvent s'équilibrer mutuellement, on a conventionné des logements. C'est-à-dire qu'on a racheté des immeubles entiers qui étaient privés pour les transformer en logement social. Et ça coûte très cher et en plus, ça ne résout pas de problème du logement parce qu'en fait, on déshabille Paul pour habiller Jacques. Et donc ça, il faut y mettre fin. Ah, il faut complètement arrêter. Est-ce qu'il faut changer les règles de construction? Anne Hidalgo, par exemple, a essayé, en vain pour l'instant, de construire ce qu'on appelle la tour Triangle du côté du 15e, de la porte de Versailles. Beaucoup d'associations se sont opposées à ça, beaucoup d'hommes et de femmes politiques de la ville de Paris s'y sont opposés. Est-ce qu'il ne faut pas construire plus haut, plus vite? Ah bah certainement, il faut dépasser la sacro-sainte hauteur haussmannienne, pas dans tous les quartiers, pas dans le centre de Paris, mais aux portes et dans certains quartiers on peut le faire. On l'a fait un peu au Batignolles, j'espère que la tour Triangle finira par se faire. On n'est pas obligé tout de suite de faire des immeubles de 300 mètres, on peut trouver des tailles intermédiaires et je pense que c'est nécessaire. La République En Marche multiplie ses candidats à la candidature parisienne. Vous avez été, vous, investi par la République En Marche, par Emmanuel Macron, disons les choses carrément, pour être candidat aux législatives. C'était en 2017. Et puis, hop, un petit tour. Ça a un peu brouillé les cartes. Tout le monde s'est dit un peu étonné de ce qui se passait. Vous aviez servi François Hollande pendant des années. Et vous retrouviez dans la majorité d'Emmanuel Macron. Hop, vous avez démissionné de cette investiture. Aujourd'hui, ce n'est pas une idée qui vous traverse l'esprit d'être le candidat de la République En Marche pour Paris? Non, pas du tout. Alors déjà, pour revenir sur le passé, je pense que c'est vraiment le passé. C'était une erreur d'aller à Rennes. Mais j'ai expliqué pourquoi je vous pose cette question. Parce que sinon, non, mais c'était surtout parce que c'était pas au bon endroit. C'était à Rennes et l'étiquette tombait un peu du ciel et c'était pas terrible. Aujourd'hui, et Le Drian n'avait pas aimé. Oui, par ailleurs. Voilà. Et ce que les Drian n'aiment pas en oui, Bretagne. Et puis j'ai de l'affection et de l'admiration pour Le Drian, donc c'est du passé. Tout le monde fait des erreurs. J'en ai fait. Sur le principe, vous êtes très éloigné de la République En Marche. Ça vaut pas le coup. Non, j'ai des valeurs en commun avec eux. En revanche, je pense que la République En Marche, elle a été créée pour Emmanuel Macron et pour lui permettre d'accéder à l'Élysée et lui permettre de réussir au niveau national. D'ailleurs, elle s'appelle EM comme Emmanuel Macron. C'est la République d'Emmanuel Macron. Donc son projet, il est national. Je crois qu'il n'est pas local. Je crois qu'au niveau local. Avoir Paris dans son dispositif, pour lui, serait un pion absolument essentiel. Non, mais moi, j'ai pas envie de faire plaisir à Emmanuel Macron. J'ai envie d'aider les Parisiennes et les Parisiens. Donc vous pouvez vous servir d'Emmanuel Macron pour arriver à la tête de Paris. Mais je ne recherche ni le soutien de Macron, ni celui d'Hidalgo, ni de quiconque. On cherche vraiment à construire. Hors parti. On sera indépendant, libre, autonome, parisien. On aura notre propre force, notre propre couloir. Pour l'instant, on est petit, on grossit petit à petit, mais on y croit. C'est l'avantage de ceux qui partent de zéro. Oui, c'est un peu la fable. Voilà, c'est ça, c'est le lièvre et la tortue, on va dire. Emmanuel Macron, ce matin, dit qu'il doit faire désormais attention aux petites phrases. Il a reçu quelques journalistes cette semaine. Faire beaucoup plus attention, même, il a raison. Oui, je pense qu'il a attention, il doit maîtriser son langage. Je me réjouis qu'il voit des journalistes plus souvent, parce qu'il avait beaucoup dit au début de son quinquennat que contrairement à François Hollande et Nicolas Sarkozy, il les verrait plus. Donc je pense que c'est bien de faire du off aussi. Peut-être qu'un jour on aura un bouquin de Davé et l'homme sur Emmanuel Macron et on rira bien à ce moment-là. Mais non, je pense qu'il faut maîtriser son langage. Je pense qu'Emmanuel Macron a beaucoup de qualités d'expression, de discours, mais parfois il se laisse aller et ça crée le doute chez les Français qui ne reconnaissent plus leur président à ce moment-là. Il dit avoir été scarifié pendant ses premiers mois de présidence par cette violence qui se concentre évidemment sur les personnages les plus importants, dont le président de la République. Ouais, enfin, là, il découvre un peu le fil à couper le beurre. Il fait le naïf. S'il est devenu président de la République, c'est aussi parce que François Hollande avait en lui s'était fait fouetter par l'opinion publique pendant 5 ans. Et si François Hollande est devenu président de la République, c'est aussi parce que Nicolas Sarkozy avait été cloué au pilori. Bon, il essaie de se faire plaindre. Oui, personne ne va le plaindre, personne ne l'a forcé à y aller et ce qu'on attend de lui, c'est qu'il bosse. Un mot quand même sur cette communication du président. Vous avez été le communicant de François Hollande. La franchise, le propos direct, ça n'est plus possible en politique? Moi, je crois en la sincérité, mais je ne crois pas en la vulgarité. Il faut faire attention à ce que l'on dit, il faut dire ce qu'on a sur le cœur, mais il faut le dire avec les formes nécessaires pour ne choquer personne. Et bien voilà, c'est dit. Merci, Gaspard Ganzer. Merci beaucoup à vous.